Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de La Rue du Sel. Un gros plaisir de vous retrouver encore une fois ce mois-ci. Encore une fois, objectif très simple, essayer de booster, de stimuler notre pratique de la solidarité. On va essayer de se challenger ensemble et pour ce faire, on rencontre des personnes inspirants et on découvre les projets dans lesquels ces personnes s'investissent. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Pascal Machefer, directeur de Mission Lèpre. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Et alors, on a aussi directeur général, toujours et encore, Jean-Philippe Goethal. Directeur général, c'est mon chef qui va être content d'entendre ça. J'ai pas précisé de quoi. Ah, voilà. De la joie, de la bonne humeur, du plaisir, okay. La convivialité et aussi des discussions autour de l'engagement et de la solidarité. Jean-Philippe, toujours un plaisir de te retrouver. Ouais, plaisir partagé. Alors, juste pour resituer le personnage, généralement je donne 2-3 éléments, mais quand on discutait ensemble, moi ça m'a vraiment interpellé ton parcours. Tu nous as un peu expliqué ton parcours. Jean-Philippe, je pense que tu vas le détailler, mais ce côté ébéniste de formation, ce côté pasteur, puis aujourd'hui menuisier, je crois. Menuisier, pardon. Et ce côté aujourd'hui directeur Mission Lèpre, ça m'a vraiment interpellé ce truc de dire. Notre parcours, il peut faire plein de choses très différentes. Et ce qui est rigolo, c'est que tout ça, c'est cohérent et ça forme un tout. Donc voilà, très hâte de discuter avec toi de ce parcours, justement, qu'on détaillera aussi pour les petits curieux dans l'émission La Rue du Sel podcast. Donc vraiment, restez connectés avec nous. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour que vous soyez informés au 15 du mois lorsque cette émission sortira. Donc avant de parler de Mission Lèpre, on te découvre, Pascal, grâce à Jean-Philippe. Voilà, tu as fait un bon résumé du portrait de Pascal. Moi aussi, j'étais marqué par les mêmes choses que toi. Fou, hein. Tu as la conviction très jeune de l'existence de Dieu et que Jésus est un confident, un ami et un sauveur. J'ai bien aimé cette phrase que tu nous as donnée pendant le temps de préparation. Tu as d'abord fait des études pour devenir menuisier. Alors, menuisier ébéniste, je viens de l'apprendre en même temps. Et puis des études de théologie, mais dans les deux cas, et c'est là qu'il y a la cohérence qui vient, il y a une connexion spirituelle pour toi, puisque tu nous as dit que tu avais fait ce choix en voyant un film de Jésus quand tu étais enfant, et que ça t'a donné envie de faire ce travail de menuisier. Ta maman a eu un rôle important dans le partage de la foi. Oui. Tu as vécu 38 ans de ministère pastoral, ou tu vis 38 ans de ministère pastoral. Et à une occasion particulière, tu fais venir quelqu'un de Mission Lèpre dans ton église. J'ai bien aimé le récit que tu nous as fait. On était projetés dans l'histoire. On s'imagine dans une petite église, il y a la neige dehors, et puis toi, tu fais déplacer tes ouailles autant que possible, et puis finalement, il y a 2 pelés 3 tondus. Et la soirée commence, et puis il y a ce bruit de projecteur là qui fait, puis la soirée finalement semble assez bof. Et tu dis, après cette soirée, finalement, je vais plus les inviter. C'était cata, Mission Lèpre, c'est fini. Mission Lèpre, au revoir. Et aujourd'hui, tu es directeur de Mission Lèpre. Donc, est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qui s'est passé entre le moment où tu t'es dit non, et voilà, rapidement, en quelques mots, juste parce que... Oui, c'est ça, c'est ça qui est intéressant, et c'est là où on retrouve l'humour de Dieu, la manière dont il nous fait emprunter des chemins qu'on n'aurait jamais imaginé emprunter, juste pour une raison très bête et très simple. Alors, il y en a peut-être plusieurs, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, une, c'est que il a besoin de nous à un moment précis pour une mission précise. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et qu'à un moment donné, quand on répond à cet appel précis, à ce moment précis, pour une mission précise, c'est quasiment irrésistible. Et ça, on ne peut pas l'expliquer juste avec des mots. Ça se vit, et c'est très étrange. C'est très étrange à vivre, d'ailleurs. Mais c'est vrai que du coup, cette mission que j'avais pas l'intention de réinviter, parce que je trouvais que les supports étaient affreux, j'étais pas le seul à le penser. Même les gens même de la mission le croyaient et le pensaient. Et justement, étaient en route pour réformer tout ça et commencer à avoir une communication un petit peu plus moderne, un peu plus accrocheuse, parce que la lèpre, c'est quand même une
une cause qui n'est pas simple à défendre, qui n'est pas simple. Faire adhérer les gens à ce projet et les embarquer avec nous, waouh! C'est pas facile. Et ben c'est ce qui va se passer dans cette émission, je crois, parce qu'on va beaucoup parler de ça. Mais oui, on voit bien l'idée de. Il y a quelque chose. Il y a notre jugement de la minute, et puis il y a aussi la façon dont Dieu nous accompagne vers quelque chose de plus profond et de plus. C'est ce qu'on va voir dans l'émission. Je voudrais juste, avant de passer la parole à Cédric, pour qu'on creuse le sujet et qu'on parle de Mission Lèpre en particulier. Faire une citation de toi. J'aime bien, tu as des punchlines comme ça qui sont intéressantes. Et tu as dit travailler pour Mission Lèpre à temps plein, ça a été les plus belles années de ma vie. Et je trouve que c'est bien de terminer ce portrait par ça, parce qu'en fait, on voit par cette citation à quel point tu as à cœur ce que tu fais pour Mission Lèpre. Et je pense que c'est une bonne intro. Et ce travail a démarré il y a une quinzaine d'années environ. Voilà, donc, pour situer quand même l'antériorité de 2010. Disons. Voilà. Super. Allez, on passe avec toi, Pascal, bien à l'affiche. Alors, hasard absolu, il y a quelques jours, j'entends ma femme lire un texte biblique, une Bible pour enfants à l'un de mes fils. Et dans cette histoire de la Bible, il est question de la lèpre. Et mon fils qui demande à ma femme... Mais c'est quoi la lèpre? Et alors ma femme qui répond, et ça va t'intéresser, c'est une maladie, je crois qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Très intéressant. Ouais, et alors quand elle est descendue, après je lui dis il va falloir que tu écoutes une certaine émission, chérie, puisque la lèpre, c'est pas une affaire résolue aujourd'hui. Loin de là, loin de là. Alors c'est vrai qu'on peut juste préciser que c'est probablement la maladie la plus ancienne. On pense qu'elle a plus de 5000 ans, mais bon... Aux dernières trouvailles archéologiques, mais on peut remonter probablement plus avant. Et non, c'est loin d'être terminé. On a 250 000 nouveaux cas déclarés chaque année. Donc ça, ce sont les statistiques... Dans le monde ? Dans le monde. Ouais. Ce sont les statistiques de l'OMS. Et la lèpre est présente absolument partout dans le monde. Je viens juste de lire, juste avant de venir vous rejoindre, que la Jordanie est le premier pays au monde à déclarer la lèpre totalement éradiquée du pays. Alors, j'ai pas étudié plus le sujet, mais c'est justement le but. Le but, c'est que tous les pays du monde puissent un jour dire « il n'y a plus du tout de lèpre dans mon pays ». Mais je trouve que tu mènes un combat qui, du coup, est très difficile. C'est quand on repense à ce qu'a pu dire ma femme, non, la lèpre, ça n'existe plus. Comme ça, un peu de sortie du chapeau. Mais en fait, tu mènes un combat pour essayer de mobiliser des gens contre une maladie qu'ils pensent qu'elle n'existe plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la croyance. C'est-à-dire la croyance dans le fait que la lèpre n'est plus. Et on n'a pas besoin de se renseigner plus que ça, puisque dans ma croyance, la lèpre n'existe plus. Et en réalité, c'est une croyance populaire. C'est une croyance qui est, je dirais... oui, c'est ça. Tout le monde adhère à cette idée-là parce que, quelque part, ça nous plaît qu'elle n'existe plus. Sauf que la réalité est beaucoup plus têtue que ça. Et il n'y a que quand on commence à s'y intéresser qu'on se rend compte, effectivement, qu'elle est toujours là. Et que du coup, il faut la combattre, et c'est pour ça qu'on est là, pour la combattre. Mais on doit combattre aussi, de façon pacifique, entendons-nous, des idées reçues sur la lèpre. Et il y en a tellement. Et donc, cette phrase « la lèpre n'existe plus », c'est, je dirais, allez, on va dire 90% des gens. Oui. Et je pense qu'avant de discuter la première fois avec toi, j'avais la même idée. Pour être concret, qui est touché par la lèpre aujourd'hui ? Alors, les personnes touchées par la lèpre, ça va être assez simple. La maladie est très complexe. Hein. Le mode de transmission, beaucoup de choses qui tournent autour de la lèpre sont très complexes. Ça fait appel à des mécanismes complexes. Pour être très simple et en termes mémotechniques, pour s'en souvenir, il faut juste savoir que la lèpre, c'est la maladie de la pauvreté. Ok. Et donc, si on pense à ce qui s'est passé en France, par exemple, jusqu'en 1970, on avait un sanatorium
en Ardèche. Donc ça veut dire qu'on avait des personnes qui avaient la lèpre et qui étaient d'origine française, nées en France. Voilà. Et qui étaient dans ce sanatorium. On l'a fermé en 1970. Mais c'est pour dire que voilà, elle était présente. Voilà, donc et elle était présente pour quelle raison? Parce que il y avait de la pauvreté en France. Il y avait de la pauvreté en Europe. Et donc, il y avait beaucoup de lèpre. Pourquoi la pauvreté? La pauvreté, en fait, est liée à quoi? Est liée aussi au manque de moyens et aussi au fait que les personnes ne peuvent pas se nourrir correctement. C'est là qu'on en arrive à je dirais, la transmission de la lèpre, et la raison pour laquelle elle est toujours là, c'est que la lèpre se nourrit d'un corps carencé. Ok, je ne savais pas du tout. C'est aussi simple que ça. Pour s'en souvenir, en gros, si je mange bien, si je mange équilibré, la lèpre va disparaître. Et dans les pays où la lèpre est toujours présente, c'est les pays où on a très peu de vitamines et de féculents. On a des féculents, mais on n'a pas forcément les protéines, on n'a pas forcément les protéines. Enfin, il manque beaucoup d'éléments nutritifs qui vont faire que la lèpre va pouvoir attaquer ce corps carencé. Oui. Voilà. Je trouve le moyen le plus simple de se souvenir, de cette propagation de la lèpre, de savoir comment elle se propage. Par contre, une fois qu'un corps carencé, fragilisé, donc a attrapé la lèpre, une fois qu'on a cette maladie, sauf erreur, on s'en débarrasse pas. C'est bien ça, ça ne se soigne pas, la lèpre. Alors, oui et non. Alors là où tu as raison, c'est qu'on ne s'en débarrasse pas pour une raison simple, c'est que le bacille de la lèpre, qui est très particulier, c'est un bacille très spécial, on pourrait en parler pendant des heures, lui, quand il a réussi à coloniser un corps, parce que c'est vraiment ce qu'il fait, c'est une colonisation du corps, où il va s'amuser. Je ne sais pas s'il faut parler plus en profondeur des ravages de la lèpre ou de ce qu'elle fait, la lèpre, sur un corps. Elle tue les nerfs des surfaces froides d'abord. Et ensuite, quand elle a été éliminée, c'est-à-dire éradiquée par la prophylaxie, la trithérapie, ces 3 antibiotiques qui prennent le relais l'une de l'autre pour soigner, jusqu'à éradiquer cette lèpre. Okay. Le bacille mort continue de se promener comme un corps étranger dans le corps de la personne qui a eu la lèpre. Non, il ne le sera jamais. Et le problème, c'est que ces corps étrangers qui voyagent dans le corps essaie de les rejeter. Et on sait ce que c'est quand le corps essaie de rejeter un corps étranger. Ça provoque ça a d'autres conséquences dramatiques aussi sur le corps. Donc, on s'en débarrasse jamais vraiment. D'accord. Voilà. Merci, ça recadre. C'est un peu technique, mais c'est très bien. Ça aide à comprendre un peu la véracité de la virulence de ce bacille. Oui, puis on cherche pas à être exhaustif et parfaitement complet. Hein. On schématise pour un peu rentrer dans le sujet. Alors, ce qui est rigolo, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais voilà, ça nous a un petit peu fait sourire. Mission Lèpre travaille à fermer boutique. Voilà. Ça nous a bien fait sourire. Et il y a même un objectif chiffré, une date 2035. Il y a une date à laquelle il faut absolument que moi je sois au chômage. Dit comme ça, c'est cocasse, mais... Non, mais c'est un peu l'idée. Ouais. Actuellement, Mission Lèpre, 2500 employés environ dans le monde. Non, le but, c'est vrai que tu as raison de le prendre sous l'angle un peu humoristique, parce que l'idée, c'est vrai que c'est une maladie terrifiante, mais on ne peut pas en rester juste là, à cet aspect terrifiant. Il faut qu'on aille de l'avant. On y va par tous les moyens. Aujourd'hui, rue du Sel, je vous remercie parce que c'est fabuleux d'avoir une tribune pour parler de la lèpre, parce que c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de le faire de cette façon, de le présenter effectivement sous un angle, de donner un peu envie aux gens de s'engager, et effectivement, l'humour, ce serait que justement en 2035, on soit tous au chômage. C'est-à-dire qu'on n'est plus besoin... Alors, il y a des personnes qui travaillent, qui sont engagées comme permanents, comme moi, mais il y a d'autres personnes qui sont bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui sont engagés. Alors,
2035, c'est la date qu'on s'est fixée au niveau international. Pas seulement nous, mais toutes les missions qui s'occupent de la lèpre. Il y a un site très intéressant qui s'appelle ILEP, I-L-E-P, qui regroupe toutes les ONG qui traitent de ce problème de la lèpre, qui s'occupent des malades de la lèpre. Et c'est effectivement, c'est affiché, c'est connu. 2035, c'est la date fatidique à laquelle on ne veut plus voir de lèpre. D'accord. C'est très ambitieux. C'est un objectif ambitieux, j'allais dire. Si on ne se fixe pas à cet objectif-là, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu'on va rester dans l'idée que, bon, elle est là, on va s'habituer à l'idée qu'elle est là. Mais fixer un objectif comme celui-là, pour nous, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il faut se bouger, et puis en 2035, tout le monde... Alors, pour juste préciser les choses, même si elle est éradiquée en 2035, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de transmission de la lèpre, il y aura encore 10 ou 20 ans, 30 ans de travail derrière. Parce que derrière, il y a un gros boulot de tout ce qui est périphérique à la maladie. C'est-à-dire que la lèpre, c'est pas juste la maladie. Mission Lèpre, c'est pas que la maladie. Il y a une multitude d'actions autour de la personne. Et ça, on pourrait en parler, mais oui, justement, on peut peut-être le préciser, parce que, et tu nous l'as dit, je trouvais ça très très intéressant, justement, ces malades de la lèpre qui pourraient être mis à l'écart de leur société, donc là où ils se situent, justement, on peut les accompagner. Mission Lèpre les accompagne, microcrédit ou autres mécanismes, pour leur permettre de continuer à vivre, et d'exister, de faire. Toutes sortes d'actions pour venir en aide à un malade de la lèpre. Je vais vous en citer quelques-unes. On considère qu'un malade de la lèpre n'a plus besoin d'avoir les biens qu'il a, puisque il est malade, donc il va peut-être mourir. Sauf attention, on ne meurt pas de la lèpre. On meurt éventuellement des conséquences, mais la lèpre, c'est pas comme un cancer où on va arriver en phase terminale. Il n'y a pas ça. On peut mourir évidemment d'infection sur un ulcère, par exemple, qui a été provoqué par la lèpre, du fait que, comme les membres deviennent insensibles, on se coupe, ça s'infecte, et ça fait des ulcères, et du coup des gangrènes, etc. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de malades de la lèpre amputés des mains, des pieds. Bon. Et beaucoup de gens considèrent, donc, dans ces pays où la vie a assez peu de valeur, finalement. Je prends un pays comme l'Inde, où il y a tellement de gens. L'Inde, le Bangladesh, il y a une concentration de population, et les gens n'ont pas tellement le temps de s'attarder, comme ici en Occident, en France en particulier, la vie des gens, où on a la sécurité sociale, on a les soins assurés, on a toutes sortes de protections pour les familles, pour les gens. Là-bas, c'est pas le cas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc finalement, un malade, quelqu'un qui tombe malade, et encore pire s'il attrape la lèpre, devient un fardeau pour une famille. Et là où le miracle se produit, c'est quand on arrive à convaincre des familles que ce malade de la lèpre, c'est pas de sa faute. Parce qu'en fait, le problème qu'on a aujourd'hui autour de la lèpre, c'est que si tu as la lèpre, c'est que tu as fait quelque chose. Ah oui, d'accord. La malédiction... C'est la malédiction des dieux. Ouais, d'accord. Ou ça peut être la malédiction de Dieu, mais c'est souvent plutôt les dieux. C'est que tu as fait quelque chose, et donc, à cause de toi, toute la famille va en pâtir, va devenir maudite. Donc, quand on a un lépreux à la maison, le problème, c'est ça, c'est que tout le monde va voir que toi, tu as été maudit, et que nous, du coup, on va subir l'opprobre à cause de toi. Ouais. Et donc, et à cause de ça, justement, on a beaucoup de divorces, beaucoup d'enfants qui sont rejetés par leurs parents, d'époux, d'épouses rejetés par leur femme, ou des enfants rejetés par leur famille, et donc qui se mettent à l'écart pour ne pas les perturber, pour ne pas les ennuyer ou leur poser des problèmes. Ouais. Ça me fait penser, je sais que tu n'aimes pas trop la comparaison, je crois, mais ça me fait penser au film Ben-Hur, forcément, où les lépreux sont mis à l'écart. Oui, alors c'est ça. Ouais. Alors oui, le film Ben-Hur, c'est ça, sauf que la représentation des lépreux, elle n'est pas tout à fait juste. Bon. Je savais qu'il y avait une nuance à avoir là-dessus. Juste pour terminer sur le terrain, je sais que pour toi, lorsque tu es devenu, donc il y a une quinzaine d'années, directeur de Mission Lèpre, tu as fait des voyages sur le terrain, justement en Afrique, au Népal, en Inde, et ces voyages, ils t'ont ouvert les yeux. Il y a un truc, un effet, waouh, je captais pas que c'était comme ça. Toi, en tout cas, ça t'a bouleversé, et aujourd'hui encore, c'est une source de motivation pour t'investir dans ton action Mission Lèpre, quoi.
Complètement. Et je dirais que, alors c'est vrai que mon premier voyage m'a beaucoup marqué. C'était au Bangladesh. Enfin, on est arrivé d'abord à Dhaka, la capitale, et puis de Dhaka, on a pris un 4x4 pour monter au nord, et c'est 800 km, mais 800 km de route où on a effectivement des gens qui marchent sur les côtés, mais des milliers de personnes qui marchent sur les côtés, donc à tout moment on risque de les percuter, de les renverser. Il y a des voitures, il y a des bus, il y a des camions qui arrivent juste en face de nous, il y a beaucoup d'accidents de la route, donc je me suis dit, pendant ce voyage qui était interminable, je me suis dit c'est probablement mon dernier voyage. Et j'avais vraiment peur. Mais il y a quelque chose, il faut arriver quand même à surmonter cette peur-là et de se dire de toute façon je peux rien faire. Je suis dans ce camion, tant qu'on n'est pas arrivé, de toute façon, voilà. Si j'arrive vivant, je serai heureux, merci Seigneur, sinon je rejoindrai le Père Céleste. Et alors, en arrivant à Nilphamari, cet hôpital de la mission, il y a une vision qui est très impressionnante. C'est qu'on arrive donc dans la cour de l'hôpital, qui est pas... N'imaginez pas un hôpital comme chez nous, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est juste des bâtiments en rond comme ça, avec une cour intérieure, et c'est très précaire, quoi. C'est vraiment, on fait avec les moyens du bord, c'est pas évident. Et on arrive et on voit là dans la cour, parce que c'est que des malades de la qui sont là, et tous ces malades sont là et regardent vers nous, parce qu'on était plusieurs, on était plusieurs de la mission, et commencent à marcher vers nous. Et là, c'est impressionnant parce que c'est des gens où il manque une jambe, il manque des mains, ils ont des cannes pour s'appuyer, ils ont des bandages partout. Et ils s'approchent, souvent ils sont défigurés parce que la lèpre défigure le visage aussi. Et là, ils s'approchent, et là, il faut aller vers eux, en fait. Mais c'est la première... Alors, cette première rencontre, il y a une appréhension dans cette première rencontre, mais il se passe quelque chose d'incroyable. Alors, dans la tête, il y a un bouillonnement qui se fait, c'est-à-dire on passe par toutes sortes de questionnements, mais ça pourrait être moi à leur place. Si j'étais à leur place, j'aimerais bien que quelqu'un vienne vers moi et n'ait pas peur de me toucher, de me dire bonjour, de me saluer, de me parler, de parler avec moi. Et là, du coup, il se passe quelque chose. Et franchement... il y a vraiment un avant et un après. En fait, ça bouleverse complètement notre conception de l'humain, en gros. Tant qu'on vit dans notre confort, tant qu'on est là et que tout va bien pour nous, on a un travail, une maison, une famille, des gens qu'on aime autour de nous, qui sont en bonne santé en plus, on a la totale. Et là, on se dit, mais on ne peut pas imaginer, en fait, ce qui se passe. C'est vraiment... en étant sur le terrain qu'on s'en rend compte. Il y a quelque chose de particulier que je voudrais dire. On peut voir, par exemple, des images sur des malades, d'ailleurs le CEL aussi, qui est en mission auprès des plus démunis, des plus pauvres. Mais quand on est sur place, c'est autre chose, hein. On a, je vais le dire, les odeurs. Et ça change tout. En fait, ça change tout parce que l'image, c'est une image, oui, certes, mais... quand on a l'odeur qui s'ajoute, et alors en Inde et au Bangladesh, on a beaucoup des odeurs mélangées, comme les gens cuisinent beaucoup dans la rue. On a trois odeurs mélangées. Le kérosène, parce que les gens cuisinent beaucoup au kérosène, hein, c'est... les odeurs de cuisine dans la rue qui se mélangent à ça, et puis les odeurs de tout ce qui passe dans la rue et qui n'est pas nettoyé. Donc ces trois odeurs-là, c'est un peu l'odeur du terrain. En fait, c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est pour se rendre compte que là, on est dans le dur du dur, quoi. Ouais. Et que nous, moi, je vais repartir, je ne vais pas rester avec eux. Sur place, ouais. Mais eux, c'est toute leur vie, c'est tous les jours. Ouais. En tout cas, on va sur le site internet de Mission Lèpre, on vous met les liens dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Mission Lèpre si vous ne connaissez pas encore. J'imagine qu'on y trouvera des informations, et puis pour ceux qui le souhaitent,
c'est peut-être le moment de se saisir un peu concrètement de cette maladie qu'on croyait avant le démarrage de cette émission qu'elle n'existait plus. Peut-être de se saisir d'une mobilisation. Et j'imagine qu'on peut se mobiliser, donner ou s'engager en priant. J'imagine qu'il y a plein de solutions à découvrir donc sur le site internet de Mission Lèpre. Le lien dans la description, vraiment cliquez dessus. Et merci d'avance pour ça. Jean-Philippe, peut-être une réaction à chaud. Alors, ma réaction, plongé dans l'histoire, là, on est froid. C'est très très juste parce que moi, ma réaction, ce sera, ça va peut-être introduire le podcast qu'on va vivre dans 15 jours, mais c'est très très lié à la transmission que fait Pascal. Ce qui me marque là en t'écoutant, c'est ta douceur. La première chose, c'est la douceur mélangée à la conviction, à la force et à la conviction. Et je trouve ça hyper beau de voir quelqu'un qui est convaincu et qui est vraiment dans son rôle, où on sent qu'il y a vraiment un amour pour sa mission et pour l'autre. Et en même temps, une douceur incroyable en racontant tout ça. Et puis, une capacité, donc force, douceur, empathie. C'est les mots qui me viennent là en t'écoutant. Et puis vraiment, ce que j'avais déjà remarqué pendant notre entretien de préparation, cette capacité à nous faire vivre les choses par le récit. On était dans l'église avec toi, avec les 3 pelés, les 3 tondus, avec la neige dehors, et on était de nouveau avec toi là quand tu nous racontes ton arrivée à l'hôpital, et c'est très touchant, et merci pour ça. Et c'est exactement la fonction de l'émission La Rue du Sel, c'est comment on peut donner envie de se mettre en route pour aider l'autre. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors avant de se quitter, on va passer à une petite information, n'est-ce pas? Ça fait bizarre de passer maintenant, petite information pour vous tous. Mais voilà, il y a une belle information et un joli rendez-vous qui vous est proposé, où justement des personnes engagées comme toi, et je pense que Pascal, d'ailleurs, j'imagine qu'on te retrouvera sur ce rendez-vous, vous pourrez les rencontrer en chair et en os, et en plus regroupés dans un même lieu. On en parle parce que c'est la une du jour. Alors pour cette une du jour, on va se projeter au mois de mai, parce que tout simplement c'est le mois prochain, on a l'Happy Hour, j'ai pas la chance de faire une, donc maintenant je vous engage à aller faire un petit tour sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, ou alors directement sur La Place. La Place, vous allez trouver, si vous mettez La Place, je sais pas, d'autres mots-clés. C'est pas la place du sel, après la rue du sel, la place du sel. C'est pas lié à la rue du sel, ça s'appelle La Place, c'est The événement, c'est pas du tout The événement. Ça va être fou de ce printemps. Non, mais je pense vraiment, alors c'est sincère, c'est pas pour faire juste de la pub, il y a un événement qui s'appelle La Place, qui est du 8 au 10 mai, c'est au Parc Floral à Paris. Encore un truc en région parisienne. Oui, vous pouvez vous déplacer pour un événement de cette ampleur, puisque on attend 3000 personnes sur les 3 jours. Il va y avoir des stands, c'est lié au centre évangélique, c'est-à-dire que le centre évangélique et la fondation Oikonomia qui organisait le centre évangélique que vous connaissez peut-être, beaucoup ont la référence de Logne. Après, c'était plus à Logne les dernières années. Il n'y en a pas eu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en a pas eu en novembre 2024. Mais il va y avoir un centre évangélique au mois de mai, mais avec bien d'autres choses, puisqu'il va y avoir une programmation artistique, des conférences, et puis en gros c'est une rencontre avec une thématique définie, c'est de la parole aux actes. Ça va très bien à la rue du Sel, ça. Oui. De la parole aux actes. On attend donc 3000 personnes, 500 responsables de jeunes. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que le Sel est partenaire de cet événement, et vous retrouverez le Sel. Je ne sais pas s'il y aura Mission Lèpre. En tout cas, il y aura beaucoup sûrement Mission Lèpre. Et il y aura beaucoup d'acteurs que vous avez vus passer dans la rue du Sel. Donc c'est l'occasion d'aller les rencontrer en chair en os. Donc si vous n'êtes pas en congé, prenez congé. Il y a un jour férié là au milieu, donc ça vaut le coup de réserver vos places maintenant. Et puis si vous avez je sais pas s'il y a encore la possibilité, mais s'il y a encore de la place pour un stand, renseignez-vous si vous avez une association à mettre en avant. Ouais, là aussi on met les liens utiles dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, comme on l'a dit tout à l'heure.
Je sais pas. À chaque fois que tu dis cloche, tu penses à moi. C'est ça, je te regarde avec la souris et je vois que tu souris aussi. Elle me dit ah mince, on a pensé à la même blague. Donc n'hésitez pas à activer ça, n'hésitez pas à vous abonner, à nous, à vous abandonner au Sel, à la page YouTube du Sel. Pourquoi ? Parce que notamment dans 15 jours, on retrouvera Pascal donc pour un podcast et là vraiment on va aller encore plus en détail dans ton parcours et il est super intéressant ton parcours. On s'est régalé en préparant ça avec toi. Donc on est certain même. Et aussi dans un petit mois, l'Happy Hour que tu citais, eh bien, on retrouvera Pascal aussi, et bien, cette fois-ci en compagnie des invités des mois précédents, donc Radius, ancien enfant parrainé du Sel, et également Jean-Marc Bellefleur, donc de l'association Accès. Voilà, donc on se réjouit vraiment de vous retrouver pour tous ces rendez-vous, donc ne les manquez pas et pensez bien à vous abandonner aussi. Les deux. Je vais y arriver à cette chaîne. Allez, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup Pascal pour ta venue. C'était un plaisir immense. Merci vraiment partagé. Et puis on te retrouve très très vite donc pour continuer ces échanges. Allez, plein de bisous. Bye.